le numérique, les nouvelles technologies et ses conséquences sur l'humain. Il nous a paru impossible de ne pas aborder les questions d'art et de culture avec les incidences qu'elles ressentent elles aussi avec l'évolution des technologies. Le thème de cette table ronde, c'est finalement de s'interroger sur qu'est-ce que ces nouvelles technologies apportent dans différents domaines, qu'est-ce qu'elles créent comme nouvelles possibilités, qu'est-ce qu'elles apportent comme nouvelles difficultés, et est-ce que finalement elles ne risquent pas de déposséder l'homme de sa capacité presque exclusive, on pourrait dire, à créer dans le monde de l'art. Si on regarde dans l'histoire du monde, les technologies ont toujours été liées à l'expression artistique de l'homme. Et l'évolution des outils ont suivi ce changement. Mais on est peut-être maintenant arrivé à un moment que l'on a déjà vu dans les autres séquences, de la convergence de toutes ces nouvelles technologies, où on a l'impression que l'on peut basculer dans une situation un peu nouvelle. On a la chance, pour aborder ces questions, d'avoir des experts d'au moins 2 domaines des arts. Alors, je commence par nos 2 amis musiciens, Marc Bleuze, M. Decoux, ils se présenteront tout à l'heure, et pour les arts plastiques, Xavier Lambert et François Mauger. Je vous donne la parole, chacun pour vous présenter et dire un peu votre activité et votre expérience. Je ne sais pas si il faut peut-être qu'on m'entend sans micro. C'est désagréable le micro. On en reparlera aussi tout à l'heure. Là, c'est mieux. Je disais que je voulais remercier. Il faut le monter, monsieur. Il faut le monter. Voilà. Ah bon. Là. Que je voulais vous remercier, monsieur le professeur. Je disais un peu comment dirais-je, en propos liminaire, d'avoir invité 2 jeunes musiciens. Bon, les questions sont bien vastes. Les nouvelles technologies ont-elles changé la composition musicale? Je crois que sur l'ensemble de votre propos, c'est la question qui apparaît la plus forte, la plus importante. Et bien que je ne sois pas normand, je suis obligé de répondre oui et non. Non, parce qu'il y a des compositeurs de grand talent qui aujourd'hui encore se servent, c'est mon cas, je ne parle pas du talent là, du crayon, du papier et de la gomme, et qui écrivent des œuvres tout à fait admirables. Alors ça, c'est la réponse, non, ça ne va pas forcément changer. Oui, parce qu'il s'est passé énormément de choses pendant le XXe siècle, on en parlera peut-être tout à l'heure, et surtout mon ami Michel Decouste, que je remercie d'être venu, nous nous connaissons depuis presque toujours, nous avons fait nos études ensemble. Michel Decouste est un compositeur de grand talent, je me souviens avoir dirigé une de ses œuvres qui s'appelait Sun, très très longtemps. C'était, comme dirait Brel, du temps qu'on était beau. Et il a eu des responsabilités. Nous avons été ensemble à la direction de la musique et il avait la charge de la création. Et à ce titre, il était en contact très fréquent, presque permanent, avec tous les studios, tous les compositeurs qui œuvraient en faveur de ces nouvelles technologies et qui ont été à l'origine de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais il en parlera beaucoup mieux que moi. Il a été aussi directeur de la pédagogie à l'IRCAM. Vous connaissez tous l'IRCAM, peut-être pas. C'est l'Institut de recherche, coordination, acoustique, musique, qui a fait un travail absolument incroyable, et pas seulement dans le domaine de la musique. J'ai appris, par exemple, tu me contrediras si je me trompe, que quand, pour le GPS, vous avez une voix qui s'adresse à vous, l'IRCAM y a été pour beaucoup.
La parole artificielle, oui. Et donc, ça a été vraiment un travail absolument considérable. Alors, j'ai dit non, d'abord, ça ne changerait pas la composition musicale. Puis maintenant, il faut dire oui, bien sûr, parce que tout ce qui s'est passé depuis 100 ans, j'y reviens, a produit des œuvres qui sont vraiment, délibérément différentes. Et je dirais, même quand il s'agit d'œuvres qui ne sont pas, soit d'une façon ou d'une autre, accompagnées d'électronique ou de moyens électroniques, ça a changé aussi peut-être l'attitude des compositeurs qui écrivent pour la voix ou pour l'instrument ou pour les deux, parce qu'ils ont dans l'oreille tellement de, je ne sais pas quel terme employer, mais tellement d'exemples qu'ils utilisent des agrégats, bien sûr les micro-intervalles, ils utilisent, enfin, l'écriture elle-même a vraiment modifié beaucoup de choses. Donc oui, dans ce domaine-là aussi, les choses ont changé. Avant de passer la parole à Michel Decouste, qui vous dira vraiment, qui rentrera davantage dans le détail de ce... Je voudrais simplement dire que j'ai été l'élève au conservatoire d'André Jolivet, qui lui-même avait travaillé avec Edgar Varèse. Et à ce titre, nous avons beaucoup travaillé sur les œuvres, qui sont d'ailleurs peu nombreuses, d'Edgar Varèse. Et il faut savoir que dès le début du XXe siècle, Varèse disait que les instruments et la voix lui paraissaient dorénavant insuffisants pour s'exprimer. Ce qui est assez extraordinaire. Et je crois qu'à ce titre-là, il a vraiment été un précurseur. C'était un scientifique. Il a écrit, je vous disais, pas beaucoup d'œuvres, mais il y a quelque chose d'assez intéressant que je ne vais pas retrouver. Les titres qu'il a choisis pour ses œuvres témoignent de... Excusez-moi, témoignent de, si vous voulez, Marc, son esprit scientifique. Pendant que vous retrouvez les titres exemples, on va demander peut-être à Michel Decouste de prendre le relais. On reviendra au titre après. Tout à fait. Je reparlerai de ces œuvres de Varèse. Bon, moi, ça marche. Bon, je voudrais vous dire qu'effectivement, le passage de l'instrumental, le passage à l'électricité analogique et ensuite le passage au numérique a été pour la composition musicale, si vous voulez, quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais parler d'une personne qui a travaillé aux États-Unis parce que, en fait, la musique numérique est née aux États-Unis. Donc, c'est un label Téléphone. Je vais parler de Jean-Claude Risset, qui est, je dirais, une sorte de Janus, puisque c'était un scientifique et un compositeur, aussi élève de Jolivet, et qui a eu la chance de travailler au Bell Labs avec Max Matthews, et qui a contribué, même presque complètement formaté, ce qu'on a appelé le Music 5, Music 5, qui est une manière de faire des sons. Et Jean-Claude Risset s'est intéressé tout de suite aux possibilités paradoxales du son. C'est-à-dire, par exemple, alors nous allons passer deux exemples consécutifs. Il y en a un, c'est-à-dire c'est comment dirais-je, un son, des sons paradoxaux. Vous avez l'impression qu'il n'arrête pas de descendre, vous allez entendre cela, et en fait, il tourne sur lui-même. Je prends comme une toupie, si vous voulez, en quelque sorte, mais vous avez le sentiment. C'est une chose qui est quasiment infaisable en analogique et bien évidemment absolument infaisable avec un instrument. Alors, le premier son est un son qui descend, et indéfiniment, si je puis dire, et le deuxième son est un son qui monte, s'il vous plaît. 1.
sens. 2, 2. Alors, leçon numéro 3, c'est la même chose, mais avec un raccrochement, si je puis dire, plus rapide. Vous allez voir qu'on a une sensation différente. Donc, l'exemple numéro 3. 3, 3. Alors, ensuite, nous allons passer je vous passe ces exemples parce que ce sont des 7, travaux de recherche, si vous voulez, 9. qui vont après être mis dans 13. le cadre d'une œuvre. Mais je tenais à vous présenter, si je puis dire, cet état de recherche des matériaux. Alors, l'exemple numéro 12, vous allez voir, c'est les deux phénomènes se croisent. 12, 12. Voilà. Et ensuite, dans Ouais. l'exemple 15, nous avons la descente qui va plus vite que la montée, et c'est aussi son paradoxal. 15, 15. On a encore le temps de passer un exemple? On peut, mais j'allais demander, pendant qu'on prépare l'autre exemple, à M. Bleuze Oui. s'il pourrait écrire ça L'exemple avec sa numéro gomme et son 16. crayon. Si vous pourriez écrire 16, ça avec 16. votre gomme et votre crayon. Oui, c'est la technique du... Pardon. Je prends ça. Voilà. Oui. Bon, si on peut écrire si on peut, comment dirais-je, donner cette impression avec une gomme et un crayon, c'est-à-dire avec des moyens complètement traditionnels, sans doute pas totalement comme nous l'avons entendu, mais les techniques du glissando des cordes permettent effectivement des effets tout à fait étonnants. J'ai entendu récemment un quatuor, tout récemment, qui a été commandé d'ailleurs par le quatuor Bella, j'ai des problèmes de nom, comment s'appelle-t-il, un jeune compositeur, enfin bon, le nom va me revenir, et il a, pendant ce quatuor, utilisé tout à fait ces techniques, et il n'y a pas d'électricité du tout, si j'ose dire, dans son œuvre. Donc, la réponse est quand même oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui explique que sans doute toutes ces recherches aboutissent, pour l'oreille d'un compositeur,
à la volonté de retrouver un tout petit peu cet univers. Monsieur de Coust. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Simplement, dans les exemples qui sont donnés, c'est qu'on peut aller beaucoup plus haut et beaucoup plus grave qu'avec un instrument dit habituel. Et d'autre part, on peut, je dirais, étendre, vous avez pu le constater, énormément l'espace, alors qu'il arrive un moment où, si même on fait un très bon glissando, que ce soit avec une clarinette ou avec un violon, on ne pourra pas avoir la continuité pleine, parce qu'il n'y aura pas toutes les harmoniques, et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein, donc c'est un peu complexe, mais on est d'accord que les choses ne sont pas, comment dirais-je, elles ne sont pas séparées et elles ne jouent pas l'une contre l'autre. Ça, c'est quelque chose que je dis, j'en profite au passage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer la recherche musicale ou les nouvelles technologies et ainsi de suite comme quelque chose qui va remplacer ce qui a existé. Les choses se transforment, elles rentrent en dialectique. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avec un certain nombre de choses. On ne pouvait pas aller sur la Lune quand même avec comment dirais-je, une fusée, ou avec une flèche. Mais ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas ou qu'on détruit, quand on avance dans des technologies comme ça, on détruit ce qui a existé. Est-ce qu'on a le temps d'écouter l'exemple 16 ? On peut écouter. Bien. Alors, l'exemple numéro 16, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples, des essais, des travaux de laboratoire et que j'ai tenu à vous montrer. Jean-Claude Risset a écrit pour une pièce de théâtre de Pierre Allais, en 67-68, qui était destinée à la pièce s'appelait Little Boy, qui est en fait la bombe qui a été envoyée sur Hiroshima. Et donc je vous propose d'écouter, peut-être on ne va pas l'écouter en entier parce que ça fait 2 minutes ou 2 minutes 50, mais on va écouter une application, si je puis dire, de ces travaux fondamentaux qui permettent après de le mettre dans une conception d'une œuvre, de quelque chose qui existe plus que comme quelque chose qu'on regarde à travers le microscope du laboratoire. Merci. L'extrait. Merci de nous avoir initiés on peut chanter. Voilà. Donc, si vous voulez, juste si vous permettez, c'est évidemment une musique de scène, mais on imagine très bien, pendant le texte qui se déroulait, on imagine très bien la sensation, si vous voulez. C'est là où de passer du laboratoire à une conception de quelque chose que l'on veut exprimer, si vous voulez, qui s'intègre dans une œuvre et dans un tout. On entend quand même la différence. Voilà. J'ai retrouvé le nom du compositeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de François Leroux, qui a écrit ce quatuor tout récemment et qui est très intéressant.
dans le cadre de ce que nous avons dit depuis le début de ces entretiens. Merci à tous les deux, mais je voulais vous poser une autre question concernant non plus la composition, mais l'interprétation des œuvres. Est-ce que dans de nouveaux instruments avec intégration de numérique, on ouvre des possibilités nouvelles? Je ne vais pas parler devant le pianiste que vous êtes des pianos électroniques et électriques, ça vous ferait de la peine, mais on entend maintenant parler, et en particulier ici dans la région, de violons entièrement électroniques, 3D Various, le nom n'est pas pris au hasard. Alors est-ce que ces nouveaux instruments numériques changent l'interprétation, et est-ce qu'on peut vraiment parler d'interprétation avec des instruments strictement numériques? Ah, absolument, absolument. Si vous voulez, là encore une fois, on ne peut pas les opposer. C'est une autre technique, c'est une autre manière d'aborder les choses, mais c'est vrai qu'une guitare électrique, pour prendre cet exemple, ou un violon qui n'a pas de caisse de résonance, mais tout étant numérisé et étant travaillé aussi bien à la console, si vous voulez, en direct ou en différé, attention, il faut bien aussi voir ça, vous avez toute une série de transformations, vous avez des dizaines de logiciels de transformation en direct, hein, soit automatiques, soit sur lesquels vous intervenez. Hein, et la notion de son, si vous voulez, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs à certains endroits, que vous voyez dans les variétés ou même dans des œuvres plus classiques, si je puis dire, vous voyez des mélanges d'orchestres ou d'instruments traditionnels, entre guillemets, non pas dans un sens péjoratif, et des transformations électroniques et numériques qui se font derrière. Merci à tous les deux. On reviendra probablement au domaine de la musique un peu après. On va passer au domaine des arts plastiques. Alors, François Mauger, tu vas nous expliquer un peu quels sont tes domaines de réflexion dans les arts plastiques. Mais au départ, tu es architecte. Alors, est-ce qu'en tant qu'architecte, tu as vu dans ton métier, bien sûr, de nouvelles applications dans la conception de plans et éventuellement même de construction? Oui, bien évidemment, j'ai vécu, de par ma génération, l'introduction de l'informatique dans les agences d'architecture, qui s'est faite un peu à marche forcée, je dirais, dans les agences que j'ai connues. Ça a commencé au milieu des années 80, avec d'abord des logiciels de dessin qui permettaient de produire des plans, c'est-à-dire que les architectes ont un petit peu accepté ces nouvelles technologies parce qu'ils pensaient que ça allait faciliter leur travail d'exécution, donc de plans, de perspectives. Donc ils ont accepté tout ça assez facilement, malgré le coût très élevé. Et le fait que dans les agences, il fallait absolument quelqu'un de spécialisé dans l'opération, on va dire, sur les machines. C'est-à-dire que l'architecte souvent était doublé par quelqu'un qui rentrait les données que le projeteur lui communiquait. Pendant très très longtemps, moi-même, par exemple, je n'ai jamais réussi à me servir d'un ordinateur ni pour dessiner, ni pour faire de la conception assistée, pour la bonne raison que quand on est patron d'agence et concepteur, on a peu de temps ensuite à consacrer à l'apprentissage de ces nouveaux outils. Donc tu es plutôt du style de Marc Bleuze, crayon papier pas vraiment, à vrai dire. Moi, j'ai toujours eu quelqu'un à côté de moi, aussi bien quand je travaillais dans les agences parisiennes, les grosses agences qui ont été les premières à s'équiper. J'ai toujours été accompagné d'un exécutant à côté de moi à qui je donnais des instructions qui lui-même rentrait ensuite dans l'ordinateur, voilà, aussi bien pour faire des plans que pour tout le reste. Donc effectivement, moi, j'ai jamais vraiment plongé dans l'informatique de plein pied, je l'avoue. Mais je ne sais pas très bien comment ça se passe aujourd'hui. Moi, c'est un petit peu une des raisons de mon changement d'orientation ces dernières années, puisque maintenant je m'intéresse plutôt à l'art moderne et à l'art contemporain. Et je délaisse, en tout cas, quand je fais de l'architecture, c'est avec du papier, un crayon, et avec les outils traditionnels, l'équerre, le compas, enfin, voilà, ce qui nous a toujours servi. Ce n'est pas un rejet du tout de l'informatique, c'est plutôt une incapacité personnelle. Voilà. Je crois que tu nous as préparé quelques diapositives pour oui. illustrer cette évolution. Je te passe.
Alors on commence donc par la fondation Louis Vuitton de Guéry à Paris, dans le bois de Boulogne. Pourquoi je vous montre cette image? C'est parce que trois principes guident la conception architecturale depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Ce sont ce qu'on appelle les principes vitruviens, qui ont été élaborés par le premier traité d'architecture qui nous est parvenu. C'est l'utilitas, donc la fonction. Après, on a la firmitas, c'est la construction, la solidité. Et pour finir, on a la venustas, qui est la beauté. Aujourd'hui, on dirait les explorations formelles, la plastique, enfin voilà, tout ce qui est plus artistique dans le travail. Et jusqu'à très peu de temps, tous les architectes s'attachaient à faire des projets qui, peu ou prou, remplissaient ces trois principes, enfin, ces trois fonctions. C'était le but, c'était essayer d'arriver à faire un projet qui harmonise un petit peu toutes ces exigences. Depuis quelques années, l'outil informatique et les nouveaux outils numériques, les architectes ont voulu se réapproprier, on va dire, cet outil, parce que la conception finalement leur échappait, puisqu'ils ne pouvaient plus travailler à la main ou des choses comme ça. Donc moi j'ai distingué trois catégories d'architectes. Une première catégorie que je dirais architectes artistes, donc ils vont privilégier la venustas, mais au mépris d'autres principes que seront par exemple la firmitas et l'utilitas pour Guéry. C'est-à-dire que au point de vue constructif, on a quelque chose, un objet qui est aberrant, totalement aberrant. Au niveau exigence du programme, disons qu'on glisse là-dedans plus ou moins un programme, comme on peut, mais on a un objet magnifique, donc qui est fortement artistique. Et l'informatique, paradoxalement, va servir ici à faire les plans qui sont impossibles à faire à la main. C'est-à-dire que Guéry, le mode de conception de Guéry, c'est des maquettes en carton absolument dégueulasses, excusez-moi le terme, mais crade, en quelque sorte, très artistique, mais voilà, très bricolé, et intraduisible par des plans, par les méthodes actuelles. Donc si on n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui des logiciels de 3D, on ne peut pas dessiner ce bâtiment. Il faut absolument des logiciels de CAO pour arriver à faire ça, aussi bien en plan, enfin, ce que j'appelle plan, c'est ce qu'on appelle les géométros, qui permettent ensuite de construire l'ouvrage. Et également, on n'arrive pas à calculer ni les surfaces, ni les structures si on n'a pas un outil informatique qui vous permet de le faire. Donc c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire que l'outil numérique sert une création artistique débridée. On a également Zaha Hadid. Attendez, je me suis... Oui, voilà. Donc Zaha Hadid. Ça, c'est un centre culturel à Bakou. Donc c'est mon deuxième exemple d'architecte artiste. La construction se plie totalement à la forme dessinée, parce que voilà, Zaha Hadid est Guéry, mais surtout Zaha Hadid, c'est une architecte qui a beaucoup, elle est décédée aujourd'hui, mais la base de sa conception, ça a toujours été des dessins. Elle est devenue très connue au début de sa carrière uniquement par les dessins qu'elle a vendus pendant plusieurs années avant de pouvoir construire. C'est-à-dire que c'est une artiste avant plutôt d'être une architecte. Et donc dans ce projet, on a vraiment une expression plastique extrêmement forte. Par contre, là encore, c'est peut-être encore plus que pour Guéry, on a une véritable aberration constructive. C'est ce qu'on appelle un système totalement hyperstatique. Et sans l'outil informatique, on ne peut pas réaliser quelque chose comme ça. Voilà, on ne peut même pas le dessiner. Le programme se glisse là-dedans d'une manière, c'est pareil, s'adapte tant bien que mal. Mais je dirais, ça c'est un centre culturel, mais à la limite, c'est pas vraiment le sujet. Les espaces intérieurs sont très très beaux, mais la fonctionnalité forcément n'est pas vraiment là. Par contre, il y a un élément que je dirais fonctionnel, peut-être, c'est plutôt politique, c'est-à-dire que ça devient des objets symboliques dans la ville, avec une fonction de revalorisation urbaine, etc. Donc cette fonction-là,
un peu d'utilitas donc est quand même assumé. Voilà. Tu as parlé de réalisation de ce genre d'œuvre, tu voulais dire réalisation du plan, conception, parce que la construction elle-même, pour ce bâtiment par exemple, a été faite avec des moyens, je dirais conventionnels, actuels, modernes, mais conventionnels, parce que tu m'as évoqué la construction par des systèmes correspondant à des imprimantes 3D pour l'avenir. Oui, alors par contre ça sera possible effectivement assez facilement, on va dire, en construction avec des imprimantes 3D qui sont des espèces de... Un peu comme on peut aujourd'hui acheter des imprimantes 3D pour travailler chez soi, si on le veut. Ce sont des imprimantes qui construisent en partant du point bas, exactement comme une imprimante, mais en 3 dimensions, la forme qu'on lui demande de faire via un logiciel de CRO ou de 3D. Voilà. Tu as un autre exemple? Oui, j'ai d'autres exemples. On pourra peut-être en passer un ou deux. Alors, ça, c'est tout à fait autre chose. C'est Norman Foster, donc c'est l'architecte que je qualifierais d'ingénieur, qui va donc privilégier la firmitas. Je n'ai pas pris un exemple, c'est pas du tout le viaduc de Millau, mais il faut savoir que Norman Foster est un grand ingénieur, aussi c'est également un grand architecte. Mais bizarrement, c'est peut-être lui qui va le moins utiliser l'outil informatique et numérique. Ou disons qu'il va l'utiliser vraiment pour ses fonctions les plus traditionnelles, c'est-à-dire calculer une structure pour l'optimiser, mettre au point des détails qui sinon seraient difficiles quand même à appréhender. Mais comme vous le voyez, c'est un bâtiment qui aurait pu être dessiné il y a plusieurs années, extrêmement rationnel. On est en gros dans la continuité du fonctionnalisme. Là, c'est le musée de la Romanité à Narbonne. L'idée, c'est de faire carrément une table avec le minimum de points porteurs, de grands porte-à-faux sur l'extérieur pour faire de l'ombre sur les façades et pour générer un espace extérieur autour du bâtiment. Le programme s'installe, on va dire, classiquement sous cette table, d'une manière assez simple, puisqu'on a quelque chose d'assez rationnel. Il n'y a pas des niveaux dans tous les sens, comme avec Zaha Hadid. On a vraiment quelque chose d'assez simple, fonctionnel, rationnel, on va dire. Donc c'est intéressant. Donc ça veut dire que pour lui, l'informatique, ça sert à produire ce genre d'images, qui sont des images numériques, ce n'est pas du tout des images manuelles, et à optimiser techniquement la structure du bâtiment, c'est-à-dire les sections des poutres, les détails, la thermique, des choses d'ingénieur classique, on va dire. C'est une démarche, on va dire, classique. Voilà. Un dernier projet, donc ça c'est Bjarke Ingels, qui est un architecte danois. Ça c'est un projet qu'il a baptisé Lego. Donc ça c'est un architecte qui va privilégier au contraire l'utilitas dans ses projets. Et là encore à travers des logiciels informatiques. Là c'est un logiciel qui s'appelle Rhino. À l'origine c'est un logiciel un peu de design, je crois, plutôt orienté design, mais qui permet de faire donc des schémas fonctionnels. Donc c'est un architecte qui ne fait pas ses projets. Bon, bien sûr, il y a une exigence formelle dès le début, mais elle n'est pas dite ou exprimée. Au contraire, ce qu'il a montré, c'est des vidéos. En réalité, c'est le plan qui se construit un peu comme une construction Lego, avec les différents éléments du programme qui se mettent les uns à côté des autres, et étrangement, d'une manière qui est montrée, qui est communiquée d'une manière absolument naturel. Le projet se fait quasiment tout seul devant les architectes et les commanditaires ébahis. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est comme ça que ça se voit et que c'est communiqué. Et ça donne des objets quand même assez intéressants. Je vais vous montrer l'image intérieure pour que vous compreniez. En gros, c'est un assemblage donc, de volumes en Lego, chacun étant un élément du programme. Et dans les interstices entre ces éléments de volume s'installent donc les circulations, aussi bien verticales qu'horizontales, les éclairements vers les zones naturelles, vers les zones de circulation, etc. Bien sûr, là encore, on a bien sûr une image numérique, puisque les architectes ne travaillent quasiment plus qu'en numérique. Voilà, on est un peu cantonné. Je pense que j'ai encore un petit exemple. C'est encore Bjarke Ingels, c'est ce qu'on appelle la Serpentine Galerie à Londres, qui est un bâtiment éphémère. Tous les ans, il y a un architecte qui
qui construit ce type de bâtiment. Cette année, c'était big. Là encore, c'est obtenu avec des logiciels comme Rhino, de manipulation de volume de base. C'est pour montrer qu'il y a quand même encore une démarche aussi artistique chez Berk-Ingalls qui apparaît dans ce projet. Voilà. Bon, j'en ai à peu près fini pour les architectes, pour vous dire juste un petit... Je peux vous poser une toute spectacle. petite Oui, question, je vous en prie. parce que nous avons été l'un et l'autre confrontés à ce genre d'opération. Pourtant, il marche. Lorsqu'on a fait la Cité de la musique avec Pierre Boulez, Michel Decouste y a participé, je m'occupais du programme du conservatoire, qui est à l'élève du projet, et Pierre Boulez de la salle. Voilà. Et par Port-en-Part, oui. Et ma question, c'était simplement de vous demander si, comment dirais-je, la volonté d'aller jusqu'au bout et d'avoir une démarche artistique, vraiment, avait modifié les coûts de tous ces bâtiments. Oui, non, mais bien Mais sûr. même au point quelquefois d'y renoncer, enfin, d'obliger à y Bon, renoncer. on va pas parler de l'opéra, enfin du Philharmonique de Paris de Jean Nouvel, qui est un grand sujet, au sujet des coûts. Mais bien sûr que l'esthétique d'un bâtiment a une incidence sur le coût, c'est évident. Le projet de Guéry et les projets de Zaha Hadid sont des projets qui coûtent énormément, essentiellement de par leur plastique. Mais en même temps, les architectes sont choisis. On a une époque maintenant d'architectes stars, voilà, surtout sur le plan international. Donc, et puis les projets n'ont pas seulement une simple exigence fonctionnelle. Maintenant, il y a une exigence d'image qui n'était peut-être pas aussi forte au XXe siècle, en tout cas au milieu du XXe siècle. Bon, ça a toujours existé, mais c'est devenu la fonction politique de l'image d'un projet est devenue déterminante. Donc le coût, finalement, n'a pas une si grande importance par rapport aux enjeux politiques d'un bâtiment. C'est le cas de Guéry à Bilbao, par exemple, où les retombées économiques d'un bâtiment spectacle, on va dire, sont telles que le coût du bâtiment, qui a dû être 3 ou 4 fois au-dessus du budget initial, n'a finalement que très peu d'importance, enfin n'est même pas comparable par rapport aux retombées. Voilà. Les spécialistes du monde de la santé qui étaient là dans des débats précédents seraient contents d'entendre qu'il y a des domaines où on peut dépasser les budgets de 3 et 4 fois sans avoir de conséquences trop importantes. En fait, les budgets ne sont jamais dépassés. Ils sont juste pas annoncés au départ. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est peut-être un modèle à suivre dans d'autres. C'est un modèle totalement malsain, mais qui malheureusement existe depuis maintenant 20 ans dans l'architecture. Le prix des concours n'est bien sûr jamais annoncé, mais c'était. Non, mais non, il ne faut pas croire, c'est pas l'architecte qui ment, c'est tout le monde qui ment. C'est-à-dire c'est le client, le politique, enfin, voilà, c'est un mensonge global. Donc après, quand Jean Nouvel, bien sûr, explose les budgets, tout le monde se scandalise, mais en réalité, tout le monde est dans le coup. Hein, voilà, il faut le dire. Voilà. Et personne ne l'avoue, donc il va avoir un procès Jean Nouvel. Je ne défends pas particulièrement Jean Nouvel, hein, mais tout le monde savait dès le début, bien sûr. Merci de cette digression un peu à côté de notre sujet, mais instructive. Alors, Xavier Lambert, vous êtes professeur à Toulouse-Jean Jaurès d'art plastique et d'art appliqué. Toutes ces technologies, c'est votre spécialité, votre domaine de recherche, ce sont ces créations technologiques contemporaines. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous y faites, ce que vous faites faire à vos chercheurs, et également de votre vision de la part d'humain dans la création à côté de ces nouvelles technologies ou à la place de ces nouvelles technologies? Merci. Oui, c'est une vaste question. À laquelle il va vous falloir répondre en quelques minutes. Oui, j'ai bien compris, oui. Bon, d'abord, très concrètement, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je fais à l'université de Toulouse-Jean Jaurès ?
Moi, j'enseigne les arts plastiques. J'interviens plus précisément dans un master qui a été créé il y a une quinzaine d'années, un peu plus, qui est un master création numérique, donc qui dit bien ce qu'il veut dire à partir de son intitulé. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de proposer aux étudiants de mettre en place des démarches de création plastique, mais pas uniquement, puisqu'en fait, c'est très vaste. On couvre des tas de domaines. On couvre bien sûr la question de l'image fixe, animée, interactive, le son, parce qu'on a une part son qui est extrêmement importante. Et comment dire, tout ce qui est dispositif mobile, tout ce qui est robotique aussi, gestion d'événements en temps réel, etc., etc. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive parce qu'elle est assez grande, mais voilà, l'objectif c'est que les étudiants aient une pratique réflexive en quelque sorte, qui utilisent de façon spécifique ces outils et en adéquation en quelque sorte avec leur spécificité. C'est-à-dire ce qu'ils permettent de faire spécifiquement, comme on l'a vu d'ailleurs pour la musique ou pour l'architecture. Incontestablement, ces outils, pour différentes raisons et de différentes façons, permettent de créer dans des conditions qui sont, même si on n'est pas dans une logique de rupture totale par rapport à d'autres domaines de l'expression plastique, plus conventionnels, plus traditionnels, comme c'est le cas pour la musique. On n'est pas dans la rupture, on est dans une forme de continuité, mais avec quand même, malgré tout, je dirais, un bon qualitatif, quelque part, qui fait que les choses sont abordées de façon complètement différente, et que on voit émerger des œuvres qui seraient totalement impensables avec les outils conventionnels. Donc voilà ce que j'y fais, voilà ce qu'on y fait. Après, bon, ce qui m'intéresse particulièrement, moi, en tant que chercheur, à travers ces outils, c'est la façon dont ils permettent d'interroger les processus de création artistique, et notamment en articulation avec les sciences de la cognition. Et je pense que les paradigmes qui ont été développés à travers ces outils, c'est-à-dire la façon dont ils nous permettent d'envisager le monde, ont permis aussi le développement notamment des sciences de la cognition et la façon dont ces sciences de la cognition, c'est un développement très récent, permettent d'essayer d'aborder un petit peu, voire d'expliquer, si tant est qu'on puisse l'expliquer, les processus de création dans leur spécificité, par rapport à ce qu'est la création humaine. Sachant aussi que la création, elle n'est pas spécifiquement humaine, même si, voilà, on peut développer aussi là-dessus. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur les créations non humaines ? Le principe, alors, il faut qu'on s'entende d'abord sur ce que c'est que la création. La création, étymologiquement, c'est le fait de faire émerger quelque chose qui n'existait pas précédemment. La création, elle n'est pas spécifiquement artistique, déjà. Je suis à peu près persuadé, et de nombreux travaux tendent à le démontrer, que le principe de création est un stade de l'évolution animale et humaine spécifiquement, puisqu'on sait maintenant que l'homme est un animal singulier. Mais on trouve dans le règne animal, chez certaines espèces, des comportements qu'on pourrait assimiler à des actes de création, ou en tout cas à des productions esthétiques. Là aussi, ça demanderait à être précisé. La différence entre un objet esthétique et un objet de création, c'est pas forcément, l'un ne recouvre pas forcément l'autre. Mais il existe par exemple des espèces d'oiseaux en Australie qu'on appelle les oiseaux berceaux, qui réalisent des ensembles architecturaux assez stupéfiants, avec des brindilles, des espèces d'arches, d'arcs plus exactement, arches, qui sont peints avec des baies
colorés qui sont mélangés à la salive de l'oiseau et qui sont des lieux de spectacle dans le cadre des périodes de reproduction, les périodes nuptiales. Et avec, je veux dire, c'est pas simplement de la répétition. On sait que la femelle va être séduite par le mâle dont elle va évaluer les capacités esthétiques de la production. Donc voilà, on est quand même déjà dans une forme proto-artistique quelque part, même si ces oiseaux n'ont pas conscience de faire de l'art. Et c'est, je pense, ça qui les différencie fondamentalement nous, c'est que l'être humain est le seul à avoir conscience de faire de l'art. Et je dirais que c'est une conscience très récente, puisque historiquement parlant, on ne parle d'art à proprement parler, c'est-à-dire avec tout ce que ça représente, que je pourrais développer, je ne vais pas forcément le faire ici, mais on ne parle d'art véritablement qu'à partir du XVe siècle en Occident, c'est-à-dire à partir de la Renaissance, c'est-à-dire à partir du moment où des individus se sont réclamés comme étant des artistes et comme étant en capacité de produire une œuvre originale, pour pas dire originelle, singulière, et la revendiquer comme telle. Et la revendiquer comme étant une activité intellectuelle à part entière, au même titre que les activités scientifiques, philosophiques, etc., etc. Alors là, évidemment, on est loin des questions des technologies contemporaines, mais pas tant que ça, parce que l'apparition des technologies contemporaines, enfin des technologies du numérique en particulier, dans la création artistique, qu'on peut grosso modo faire remonter aux années 60, aussi bien dans la musique, je crois, que dans les arts plastiques. Dans les arts plastiques, des artistes comme Vera Molnar, par exemple, ont utilisé l'ordinateur, alors dans des conditions qui n'ont strictement rien à voir avec celles qu'on connaît actuellement, parce que c'était tout un énorme travail de programmation, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de souris. Donc il fallait faire des programmes, lancer les programmes, aller voir sur des imprimantes à aiguille ce que donnaient les images, donc pas possibilité d'interaction en temps réel, mais déjà ça a, comment dire, fait émerger des mondes nouveaux quelque part du point de vue non seulement de la représentation plastique, mais y compris des perspectives que ça ouvrait par rapport au rapport à l'image. Merci d'introduire toutes ces nuances dans ma question très binaire. La salle peut-être veut réagir, poser des questions. Alors il y a dans la salle des artistes aussi, et puis il y a des spectateurs, des amateurs d'art, soit musical, soit plastique. Vous avez la parole. Oui. Si, ça marche. Merci. Première question donc au dernier des intervenants. Nos artistes pariétaux n'étaient pas des artistes. Vous n'avez pas entendu. Les artistes pariétaux, ceux qui dessinaient et d'une façon quand même assez extraordinaire dans les grottes, n'étaient pas des artistes puisque l'art commence au XVIe siècle, XVe siècle. Question. Ensuite, je voudrais... Oui, si vous voulez bien. J'ai une deuxième question ensuite à propos de musique et de son. D'accord. Stricto sensu, non. Les artistes qui... Mais pas... Je veux dire, il y a des formes de manifestation esthétique bien avant l'art pariétal. En revanche, l'art pariétal marque une rupture dans l'humanité extrêmement importante, puisque on pense actuellement que l'art pariétal est à peu près contemporain du développement de la pensée symbolique. Pensée symbolique qui a permis les mathématiques, qui a permis le langage écrit, enfin l'écriture, etc., etc. Mais stricto sensu, non, parce que d'abord, c'est des gens qui n'avaient pas pour projet de faire de l'art. On sait qu'il y avait, enfin on suppose, mais assez fortement à partir des connaissances qu'on a maintenant,
que c'était essentiellement des actes, liturgiques quelque part, enfin qui avaient une fonction religieuse, qui n'étaient pas publiques, parce que ces peintures pariétales sont dans des endroits extrêmement reculés des grottes. Donc les grottes n'étaient pas des galeries, il faut le savoir, hein. Ça n'avait rien à voir avec la galerie d'art telle qu'on la connaît actuellement. Les pratiques esthétiques, qui étaient donc essentiellement des pratiques religieuses dans des perspectives d'une religion chamanique, bon, je ne vais pas développer ici, mais étaient, je dirais, des pratiques utilitaires quelque part. C'est nous qui, par la suite, notamment à partir du XIXe siècle, avons donné une connotation artistique à ce qui, au point de départ, ne l'était pas. Idem pour tout ce qu'on appelle l'art primitif. Quand on regarde dans les populations primitives, tous les objets esthétiques, qui sont d'une grande beauté par ailleurs, qui sont créés, n'avaient pas de fonction esthétique dans leur projet initial. C'est la façon dont nous les avons interprétés, réintroduits dans le champ de l'art, dans le champ culturel occidental, qui en a fait des objets d'art. Mais donc les peintures pariétales ne sont pas à proprement parler des objets d'art. Deuxième partie de la question. Des peintures pariétales, des fresques, des églises d'Anatolie ou de Moldavie qui sont aussi, dans ce sens, d'une part, des représentations religieuses à volonté narrative plus qu'artistique, d'une certaine façon, et qui sont quand même extrêmement riches et sont à la frontière de ce que je pourrais appeler l'art et la simple documentation. Vous voulez dire, Monsieur Axel, qu'il y a des productions que vous considérez comme artistiques qui sont antérieures à la période qui a été prise comme référence antérieure au XVIe siècle. Il parle d'églises d'Anatolie. Bien entendu. Tout l'art des proto-églises d'Anatolie, par exemple, toutes les icônes de cette époque-là sont quand même des œuvres extrêmement complexes, achevées d'une certaine façon, enfin, à l'intérieur du référentiel et du style. La même chose pour les églises du 6e, 8e siècle dans les villages du nord de la Roumanie, qui sont des descriptions liturgiques à vocation uniquement religieuse, mais qui sont extrêmement riches en termes de forme, de couleur et de contenu. Réponse en 2 mots. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je pense que l'art préexiste au mot art et au mot artiste. Je pense qu'on ne peut pas nier que l'art pariétal est de l'art, que l'art de l'Antiquité est de l'art, que l'art grec, bien sûr, on parle d'art grec, d'art romain. Donc tout ça préexiste, toutes ces notions qui ont été créées par la suite. C'est vrai que ces notions ont certainement enrichi et déformé ce qu'on appelle aujourd'hui l'art. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'art n'est jamais un objectif, je pense. C'est plutôt un résultat. Ça me semble être une notion très très importante pour aborder le sujet, parce que même en termes de logiciels ou d'avenir numérique, je pense que pour l'instant, les machines, on leur donne des objectifs, mais on a un peu de mal encore à en faire des chercheurs autonomes. Voilà. Une autre question ? Oui, juste pour... Oui, c'est bon. Juste pour rebondir, peut-être que différents peuples sur la planète ont différentes conceptions du beau, du bien, du bon, et que du coup, ce qu'on appelle nous ensemble aujourd'hui l'art, c'est ce qu'on a défini par rapport à un apprentissage commun qu'on a eu depuis quelques siècles et qu'on a codifié d'une manière ou d'une autre. Mais après, le beau, le bien, l'artisanat, la création, la construction, ça peut changer d'un peuple à l'autre, et qu'après, on a notre propre jugement esthétique. Enfin, c'était juste pour comment tempérer ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était questionner, c'est par rapport à donc la capacité, l'utilitas, firmitas et venustas, c'est ces 3 choses qui ont été énoncées pour un bâtiment.
Et en Donc c'est un architecte du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Vitruve, qui est très connu à cause de l'homme vitruvien, qui est cette image de Leonardo de Vinci, de l'homme dans un carré. Et ma question en fait portait sur l'utilitas. Parfois, peut-être l'utilitas, ça peut être aussi l'acoustique, parce qu'on peut critiquer l'Opéra Bastille, mais son acoustique est quand même plutôt bonne. Et de la même chose pour l'espace de Franck Gehry, la Fondation Vuitton, elle a peut-être une utilitas aussi de par son acoustique ou quelque chose qui est lié à Oui, ses non, mais volumes. tous les projets que j'ai montrés participent à des degrés divers, à tous les principes. Bien, les fonctions sont évidemment remplies, mais certains principes sont privilégiés par rapport à d'autres. C'est tout ce que je voulais exprimer. Et souvent, les architectes, pour exprimer leur originalité, ont tendance à pousser l'un ou l'autre de ces principes. C'est un peu ça que je voulais dire. Monsieur Axel, c'était la question sur la musique. Oui, volontiers. Alors bref, et on finit là-dessus, s'il vous plaît. Donc, juste un petit rappel, lorsque on tempère le clavier, ça correspond à une volonté de pouvoir jouer plusieurs instruments ensemble qui jusque-là ne pouvaient pas. Quand on tempère le clavier, cela correspond à une nécessité qui était liée au fait que des instruments étaient accordés d'une façon relativement différente, que pour chaque nouveau morceau joué avec tel ou tel instrument, il fallait parfois réaccorder les claviers en particulier, et que cela était une difficulté intrinsèque. La création du clavier tempéré correspond d'ailleurs à un besoin physiologique qui dit que pour pouvoir percevoir la différence... Alors, la question c'est, nous avons vécu donc le clavier tempéré, bien tempéré, nous avons vécu le classicisme, nous avons vécu la musique sérielle et dodécaphonique, nous avons vécu une certaine forme de musique électronique avec les ondes de Martino et autres. Aujourd'hui, ces expérimentations sonores que vous nous avez fait entendre, qui sont extrêmement amusantes et intéressantes à écouter, qu'est-ce que vous dites de l'évolution, de la perspective de la musique ou de l'expérimentation sonore? Nous sommes dans une création d'objets sonores tels que Schaeffer a pu éventuellement le théoriser à une époque, ou sommes-nous dans une nouvelle forme de musique? Sommes-nous dans... Oui, j'essaie de voir... Il marche, oui. Bon, je comprends parfaitement votre question, bien que je n'ai pas entendu tous les détails de ce que vous nous dites. Je pense vraiment qu'il y a eu une évolution qui s'est accélérée de façon tout à fait étonnante et même, comment dirais-je, exponentielle. Merci Michel. Et on ne peut pas... Je ne me sens absolument pas la qualité pour essayer de prévoir, ni la qualité, ni le sentiment, prévoir comment les choses vont évoluer. Je crois vraiment que quand on les vit comme un artisanat qui progresse et qui nous emmène. Et puis, bon... J'ai toujours considéré que la composition, pour ma part, c'était d'abord un artisanat, c'est-à-dire de faire, c'est pas une inspiration comme ça subite, de faire chaque jour, de travailler, d'écrire une page, puis une autre page, éventuellement de l'abandonner, d'en écrire une autre. Donc, je me sens davantage comme le besoin d'avoir une activité artisanale, beaucoup plus qu'activité artistique. Ça rejoint peut-être davantage ce que vous disiez tout à l'heure. Mais maintenant, quant à dire que demain, on va rentrer dans un monde complètement différent, je ne le crois pas. Je ne le crois vraiment pas. Michel, tu veux dire un mot? Monsieur Lambert, est-ce que vous êtes d'accord avec cette perspective? Il y a incontestablement une dimension artisanale dans la création artistique, à quelque niveau qu'elle se situe. Après, il est probable aussi que
il y a un déplacement qui se produit avec l'utilisation des outils numériques, notamment pour plusieurs raisons. À la fois parce que l'utilisation des outils numériques, enfin ça dépend comment on les utilise, on peut les utiliser de façon analogique par rapport à des outils qui existent déjà. Moi quand je parle d'outils numériques, c'est-à-dire c'est des outils qui font intervenir, notamment dans le contexte actuel de la seconde cybernétique, c'est-à-dire avec les processus génératifs, on est vraiment dans des modes d'écriture spécifiques, aussi bien du point de vue musical, je crois, que du point de vue notamment des arts plastiques en particulier. Là, il y a une dimension programmatique qui est extrêmement importante, qui d'abord exige souvent d'avoir recours à des programmateurs, parce que les artistes n'ont pas forcément les compétences techniques qui leur permettent de maîtriser ces programmes de générativité. Et de ce fait, même si on est quand même dans un rapport relativement individuel à la création artistique, il y a quand même une espèce de partage qui s'effectue dans le processus de création. Et la dimension, voilà, tout à fait, oui. Nous allons finir sur cette idée de partage et partager le temps avec les suivants. On reste d'ailleurs d'une certaine façon dans l'art. Ça va être la bande dessinée.